Bienvenue à tous. D'abord, cette nouvelle de dernière minute. L'ancien chef de milice Thomas Lubanga est reconnu coupable en appel à la Cour pénale internationale. Et selon le juge Erki Kouroula, la chambre d'appel de cette institution internationale a rejeté à la majorité l'appel de Thomas Lubanga, je vous le rappelle, condamné à 14 ans de prison en 2012. L'ancien chef de milice congolais a été reconnu donc coupable d'avoir enrôlé des enfants soldats en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003. Pas de fête en République démocratique du Congo, annonce Médecins sans frontières dans un communiqué, alors que les financements ne cessent de diminuer, il faudra le dire. Médecins sans frontières a fait savoir que plus de 80% des 440 000 des personnes vivant avec le VIH en RDC sont toujours en attente donc du traitement, il faudra le dire, qui pourrait sauver leur vie. Image et commentaires. Plus de 80% de 444 000 personnes vivant avec le VIH-Sida en RDC sont toujours en attente du traitement qui pourrait leur sauver la vie. Ces chiffres alarmants de Médecins sans frontières ont été livrés jeudi lors du vernissage de l'exposition photo intitulée « Les combattantes du sida ». Le MSF s'explique cette triste réalité par le fait que le financement de la lutte contre le sida repose à hauteur de 38% sur les patients eux-mêmes. La réalité, c'est que dans les centres de santé, il faut payer la fiche d'inscription. Dans les centres de santé, il faut payer la consultation médicale. Et donc, finalement, le dépistage et le traitement ne sont pas gratuits, ils finissent par être payants. Et c'est ça qui empêche les personnes d'accéder au traitement et donc de guérir du VIH-Sida. À travers cette exposition, le voile sur la vie de deux femmes a été levé, l'une ayant eu accès au traitement et menant une vie normale et digne, l'autre luttant chaque jour contre les virus pour continuer à respirer. Il ne faut pas vous auto-stigmatiser. Il faut accepter la situation. C'est une situation qui arrive à tout le monde. Si tu ne souffres pas du VIH, tu peux souffrir du cancer, tu peux souffrir de la diabète, tu peux souffrir de n'importe quelle maladie. Pas seulement le VIH qui peut te faire mourir. D'ailleurs, si tu fais vraiment, tu prends très bien tes produits antirétroviraux, tu as une longue vie et tu peux faire tous travaux que tu avais comme auparavant. Par la même occasion, MSF a lancé un appel pressant au gouvernement congolais et aux bailleurs internationaux. Ici, en RDC, 360 000 personnes ont le sida et n'ont pas de traitement. 32 000 personnes meurent tous les ans en RDC du VIH. Et donc, au-delà de ces chiffres, on voulait montrer justement le visage humain de ce VIH et on voulait vraiment lancer un appel, un cri d'appel au gouvernement, aux bailleurs, pour qu'ils financent le VIH à la hauteur des besoins. Par ailleurs, Médecins sans frontières annonce l'organisation le 1er décembre d'une journée de sensibilisation et de dépistage gratuits au marché de la Liberté à Massina. Et de son côté, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo a procédé, elle, à la sensibilisation de ses agents. Une sensibilisation, il faudrait le dire, présidée par le représentant spécial des Nations Unies en RDC, Martin Kobler, qui est revenu sur les moyens de prévention quant à ces fléaux, les invitant à plus de sens de responsabilité. Nous sommes au quartier général de la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo. Des agents sont sensibilisés pour lutter contre le VIH-Sida. Des pairs sociaux sont à la manœuvre. Abstinence, fidélité et préservatif sont les maîtres mots employés. Information, c'est la première chose. On a les docteurs, on a ici aussi au pays, c'est pas seulement pour la MONUSCO, c'est pour la population, pour les Congolaises, pour les Congolais, ici d'être informés sur les risques d'avoir des relations sexuelles non protégées, de les encourager d'avoir des relations sexuelles protégées. C'est très important de parler ouvertement sur ce sujet et c'est l'objectif de cette journée, d'avoir pas de nouvelles infections ici du pays. Et comme des chiffres les démontrent, plus de la moitié des personnes vivant avec le VIH-Sida sont ignorants de leur état sérologique. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies en RDC, lui-même donne l'exemple pour les dépistages volontaires. Je fais le test ici, le test volontaire de VIH aujourd'hui et c'est très important de le faire. J'encourage tout le monde de faire le test parce que nous avons tous une responsabilité envers nos partenaires avec qui nous avons des relations sexuelles, aussi de les informer si on est positif.
Une journée mondiale de lutte contre les VIH-Sida qui a vécu et connu la participation de la mission onusienne en RDC. Allez, changeons de registre pour parler cette fois-ci élection. Il faudrait le dire à cette allure, si tout le monde met la main à la pâte, il aura bel et bien lieu de confirmer que les élections en RDC ne seront pas source de violence. La commission d'intégrité et médiation électorale, CIM, vient de remettre officiellement son plan quinquennal 2014-2018 à la Commission électorale nationale indépendante, un geste qui s'inscrit dans la logique de décrisper le climat électoral et promouvoir ainsi la démocratie électorale. C'est un signal fort qui vient contribuer à l'émergence de la démocratie, seule et unique voie recommandée pour la conquête du pouvoir. La Commission d'intégrité et médiation électorale a remis officiellement son plan quinquennal 2014 et 2018 à la Commission électorale nationale indépendante, une remise qui s'inscrit dans la logique des élections apaisées pour des résultats crédibles. Les élections ne doivent pas être une apocalypse, mais une véritable fête. Dans la mesure où le fidèle, le croyant iront dans le jeu, un peu dans le rituel que nous faisons dans nos églises, dans nos confessions religieses. Qu'ils soient militants, qu'ils soient combattants. Mais lorsqu'ils iront dans l'isoloir, déposeront les bulletins dans le jeu, qu'ils puissent le faire en citoyens responsables. Ce travail abattu pour une culture électorale de taille sur toute l'étendue du pays a rencontré la satisfaction de la Commission électorale nationale indépendante qui tient mordicus pour des élections démocratiques. Nous accueillons avec joie toutes les stratégies que vous avez mises en place. Nous espérons aussi que toutes les personnes sur lesquelles vous comptez pourront donner le meilleur d'elles-mêmes en tant qu'organisation pour vous prêter main forte. Et nous ne ménagerons aucun effort pour soutenir vos initiatives. On a donc de ce que l'on a, avec les limites de nos interventions, nous espérons aussi que d'autres organisations pourront prêter main forte. À cette allure, il y aura lieu de confirmer que les élections ne seront pas source de violences si tout le monde s'implique. La lutte contre l'oisiveté, une des causes des actes civiques dit Koulouna, passe inéluctablement par l'encadrement des jeunes, puisqu'il s'agit donc de l'avenir et le pays compte sur les leaderships pour le développement. Les jeunes, eux, de Lingwala l'ont compris et s'y engagent. Appelée à se prendre en charge, la jeunesse se prépare déjà. Une éducation totale en est le gage. C'est ce qui justifie la formation sur le leadership et le développement assurée par Betterfly aux jeunes de la commune de Lingwala. Formation sanctionnée par la remise symbolique des brevets de participation. Les jeunes sont outillés pour être de vrais leaders capables d'influencer leur milieu respectif, conviction du formateur. Ils nous ont vraiment donné des outils essentiels et importants pour connaître les valeurs et les capacités d'un leader. Et surtout, nous les jeunes, à travers ce séminaire de formation sur le leadership et le développement, et après cette formation, nous sommes capables de faire face aux anciens leaders. Pour l'association Espoir de la jeunesse féminine, dirigée par Laurel Sosongo, cette session de formation devrait répondre à un besoin. Un leader caractérisé par une influence, une certaine façon, une certaine capacité d'influence, on peut le retrouver partout. Mais ce qui distingue en fait ces leaders, c'est la vision et la capacité d'interconnexion qu'ils ont avec les autres, avec le monde, avec les restes de l'environnement dont ils sont censés porter un idéal bien déterminé. Nous considérons que pour que le Congo puisse se relever, nous avions besoin non pas seulement de personnes qui doivent influencer les autres, mais qui doivent influencer les autres par une vision dont ils auront de ces pays et de cet environnement. C'était un après-midi d'échanges fructueux entre leaders de Lingwala pour leur apport dans le développement.
Le leadership pose problème aujourd'hui au niveau de nos différentes structures. On a trouvé que la jeunesse et la femme aussi, ça pose problème. Nous sommes à la veille des élections, mais on voit peu de jeunes et peu de femmes qui se mobilisent pour cette affaire. Et ce n'est pas seulement par rapport aux élections du pays, mais aussi par rapport à nos activités quotidiennes. Nous trouvons que le problème de leadership pose problème et on a voulu inciter les jeunes et les femmes à s'y prendre et puis à savoir quelles pourraient être les attributs et les capacités d'un bon leader. L'EJF sait qu'elle a encore beaucoup à faire pour sortir la jeunesse de Lingouala des vices qui l'arrangent. Et puis sachez que la décentralisation est considérée comme le socle du développement des entités locales. La démonstration de cette optique a été faite à l'issue des premières assises de coopération décentralisée entre les collectivités françaises et congolaises tenues ici sur place à Kinshasa. La décentralisation, un mode de gestion prévu par la Constitution congolaise pour le développement des entités locales. Cependant, comment la promouvoir au sein des entités territoriales? Les premières assises de coopération décentralisée entre les collectivités françaises et congolaises veulent y apporter une réponse. Le gouvernement exprime déjà son engagement pour accompagner la consolidation dans la mutualisation des efforts. L'initiative de mutualiser les efforts des élus français d'origine congolaise avec les ZTD congolaises s'inscrit dans la perspective novatrice, porteuse d'espoir, qui témoigne de la volonté d'encourager, de faciliter et d'accompagner l'identification et l'élaboration des projets. Ces projets auront à favoriser la création de services publics de proximité qui impactent durablement sur le vécu quotidien de vos administrés respectifs et la pérennisation des acquis. Le partage d'expériences a amené les participants à démontrer leur savoir-faire et demander la libération des énergies. Comme les collectivités territoriales, notamment les communes, dépendent un peu plus des gouverneurs, il faudrait que chaque gouverneur dans sa province puisse libérer les moyens et accompagner surtout les élus locaux ou du moins ceux qui dirigent ces ETD pour qu'ils puissent bénéficier de la coopération décentralisée. On a échangé cette expérience en disant les différentes réalisations et les autres ont pu poser des questions. C'est ça que nous on a apporté, mais je suis venu aussi en qualité de membre de l'ANVC. Je suis la première vice-présidente à l'ANVC, notre association de villes et communes de la RDC. Lors de ces assises, nous capitalisons ça pour toutes les autres entités, les ETD qui ne sont pas ici. Nous capitalisons ça et nous passons l'information. Ces travaux porteurs d'espoir pour le développement des entités territoriales décentralisées ont duré 3 jours. Matinée politique avec l'interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD. Les femmes des chefs des ligues de toutes les communes ont été installées par la même occasion. Elles se sont prononcées sur le dernier rapport de Human Rights Watch. Images et commentaires. Nous sommes sur le boulevard Sendoué dans la commune de Kinshasa, les sièges de l'interfédéral du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie. Ces nombreuses femmes viennent de tous les coins de la ville-province de Kinshasa. Le rendez-vous, c'est le message du président de l'interfédéral ville-province de Kinshasa. André Kimbuta Yango n'est pas allé par le dos de la cuillère pour rejeter les derniers rapports de l'ONG américaine Human Rights Watch sur l'opération du Kofi dans la ville-province de Kinshasa. Il fallait vous laisser mourir parce que seuls les Koulouna bénéficient de droits de l'homme. Si un Koulouna invente une maman, il n'y a pas de droits de l'homme. Juste après, le numéro 1 du PPRD ville-province de Kinshasa a rappelé les femmes présentes à rehausser de leur présence au Palais du Peuple le 13 décembre prochain, lors du discours sur l'état de la nation du président de la République. Nous allons le prendre au Palais du Peuple pour l'amener ici. À noter que bien avant l'adresse du président de l'interfédéral, l'installation des femmes leaders communales PPRD de toutes les 24 communes de la ville-province de Kinshasa a eu lieu dans le même cadre.
Difficile de s'attendre à une croissance de plus de 3,9% avant 2015-2016, car nous sommes à 3,3%. Ces chiffres constituent une incidence sur nos économies en termes d'impact sur les matières premières. C'est ce qui ressort de la troïka stratégique de ce lundi matin. Au plan national, il faut noter simplement que la stabilité macroéconomique reste très solide, dans ce sens que le taux d'inflation aujourd'hui, en termes de rythme hebdomadaire, on enregistre même une décélération du rythme de formation des prix intérieurs et les projections qui sont faites tendent à montrer que d'ici la fin de l'année, on sera à un niveau inférieur de celui qui a été réalisé en 2013, c'est-à-dire à peu près 1,056, là où nous étions à 1,07. Sur le marché de change, la situation, le taux de change est stable, autour de 925 sur le cours indicatif et de 931 au parallèle. La situation de finances publiques reste globalement marquée par un déficit, mais c'est une situation très provisoire parce que nous attendons le nivellement au compte général du Trésor du deuxième acompte sur l'IBP. Normalement, on devrait terminer le mois en équilibre. Et des instructions ont été données pour que nous puissions accélérer les paiements de l'État, notamment en ce qui concerne les investissements. Une information importante, une orientation, une décision du chef du gouvernement. Nous sommes à la fin de l'année. Il faut que le ministre de l'économie prenne toutes les dispositions pour s'assurer que les stocks sont disponibles dans les différents magasins, de manière à ce qu'il n'y ait pas de perturbation sur les prix au moment où on va démarrer les festivités de fin d'année. Et puis direction le Katonga où séjourne actuellement le ministre en charge des ITPF, Fridolin Kassochi, qui en a également profité pour faire une visite du pont Kapolowe sur le tronçon Likasi-Kolwezi. Construite entièrement en 2008 sur financement de la Banque mondiale par le groupe Forest, retouchée sur 19 km de Kapolowe vers Likasi il y a 3 ans, la route Lubumbashi-Likasi a encore récemment nécessité une intervention à pointe d'attente. Mais dans l'ensemble, elle reste en bon état. Le ministre en charge des travaux publics s'en est rendu compte ce samedi 29 novembre. En compagnie de certains collaborateurs, il a parcouru ce tronçon en direction de Kolwezi. La grande nouveauté sur cette route, c'est le nouveau pont Kapolowe en construction sur la rivière Lufira. Un pont définitif en béton précontraint. La dernière poutre a été posée ce jour même. Il ne reste qu'à améliorer le tablier et construire les garde-fous. Le nouveau pont Kapolowe mesure 54 mètres de long pour 10 de large. Il est capable de supporter jusqu'à 110 tonnes, idéal pour le trafic minier important dans la région. Fridolin Kassochi a reçu les explications des responsables de Crekset et les a félicités pour la rapidité d'exécution. Au mois de février 2015, ce pont sera ouvert au trafic. L'école turco-congolaise de Kinshasa, SAFAC, a organisé un tournoi de football de fraternité, un tournoi qui a connu la participation de 6 équipes des écoles consulaires de Kinshasa, qui appellent à la création d'une fraternité entre les élèves et les enseignants des écoles participantes et dénicher, il faudra le dire, quelques nouveaux talents dans le domaine du football congolais. Dans le but de créer et susciter le goût du football dans le chef des élèves, l'école turco-congolaise SAFAC, dans la commune de la Gombe, a organisé un tournoi de football de fraternité avec des écoles consulaires de Kinshasa. Cette unité que nous voulons que ça règne au sein des écoles, disons ici au Congo, entre les élèves, entre les enseignants, entre toutes les écoles. Alors cette unité-là, et nous l'avons vu que ça pourrait se réaliser grâce aux rencontres de football. Et partant de ce jeu, nous pouvons découvrir certains talents qui sont comme pépinières. Ce tournoi a opposé 6 équipes, dont SAFAC, Collège cartésien, École française, École arabe, le complexe scolaire Aurore et Kuntwala. Un honneur pour le directeur technique de la FECOFA. Il faut qu'au niveau de toutes les écoles, que ce genre d'organisation soit faite, que ça arrive jusqu'au niveau national, afin de pouvoir donner aux différentes équipes nationales l'élite dont on a besoin. Jusqu'à présent, on a souvent utilisé des joueurs que nous essayons d'attraper par-ci par-là. Mais aujourd'hui, nous pensons que nous pourrons mettre des bases au niveau des écoles. Et là, je félicite beaucoup plus le responsable de l'école de Chapak
qui est le grand initiateur de ce genre d'activité. Je pense que ce n'est pas la dernière fois et je souhaiterais que ça soit continuel. Ça, c'est la 3e fois que j'assiste à ce tournoi. Donc c'est une très très bonne chose. Et ça pourra apporter un plus au football national. Le match ici, c'était un très bon match. Malgré en première mi-temps, on avait un peu de problèmes, mais à part ça, ça va quand même. C'était un bon match. Au terme de ce tournoi qui aura lieu le 6 décembre prochain, 2 coupes sont prévues en faveur des équipes finalistes et des différents cadeaux pour d'autres équipes participantes. Et nous allons parler cinéma, c'est tout de suite avec l'invité du journal. Je vous l'annonçais à l'ouverture de ce journal. Je reçois pour vous Samuel Sandberg-Bremel, qui est donc premier secrétaire chargé d'administration et des affaires culturelles à l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo. Bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité sur le plateau de B1. C'est un grand plaisir. Et également partagé. Alors avec vous, nous allons parler de la toute première édition du festival suédois en République démocratique du Congo. Il faudra le dire une première édition. Qu'est-ce qui justifie justement cette première édition ? Alors, nous nous sommes rendus compte que la Suède et la culture suédoise sont peu connues des Congolais. Donc, nous pensons que le cinéma, c'est un bon moyen de faire connaître notre pays et notre culture, notre société aux Congolais. Alors, il faudrait dire que c'est toute une semaine déjà qui débute demain jusqu'au 6. Alors, quel est le programme qui est tracé pour ces différentes journées ? Alors, nous commençons demain, c'est l'ouverture, qui sera marquée d'un cocktail d'abord et ensuite de la projection du film documentaire Palmé, donc c'est un documentaire. Ensuite, nous allons enchaîner avec des films de fiction, des films documentaires, des courts-métrages et on va terminer samedi avec un film de fiction pour enfants. Alors revenons un petit peu justement dans la particularité du cinéma suédois. Vous l'avez dit, en République démocratique qui n'est pas assez connu. Quelle est la particularité du cinéma, du film suédois ? Bon, nous avons une très longue tradition cinématographique, mais ce qui est un peu particulier aujourd'hui, c'est que nous assistons un peu à un renouveau du cinéma suédois qui donc se renouvelle. Qui est tourné souvent en province, donc un peu en dehors des centres, plus dans la périphérie. Vous allez le voir, il y a un film, le film pour enfants du samedi, qui a été tourné au nord de la Suède, au milieu des neiges et des aurores boréales. On a aussi un regard sur la société qui reflète les valeurs suédoises, les idées des Suédois. Il faudrait le dire, vous l'avez dit vous-même, ce festival se présente également comme un miroir pour davantage faire connaître la Suède. Est-ce qu'on peut la connaître en quelques mots, justement, les particularités de la Suède ? Bon, qui donnerait d'ailleurs envie à certains Congolais de s'y rendre, pourquoi pas ? Pourquoi pas, c'est ce que j'espère. Bon, la Suède, c'est un pays, à la périphérie de l'Europe, mais un pays qui est quand même ouvert au monde. Donc, c'est un pays qui accueille le monde à bras ouverts. Et c'est ça, j'espère, que vous allez voir à travers ce festival. Il faudra le dire, les conditions pour y accéder ? L'entrée est gratuite, bien entendu. Et j'espère qu'il y aura le plus grand monde possible. Ce sera donc déjà à partir de demain jusqu'au samedi. Jusqu'au samedi. Le site ? C'est la Halle de la Gombe, l'Institut français, qui nous a chaleureusement accueillis. Et voilà, le rendez-vous est donc pris à partir de demain pour tous les amoureux du cinéma. Je vous rappelle donc que ce festival se tiendra du 2 au 6 décembre à la Halle de la Gombe. Samuel Sandberg-Bremel, je rappelle que vous êtes premier secrétaire chargé d'administration et des affaires culturelles à l'ambassade de Suède en République démocratique du Congo. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup. C'était l'invité du journal.
Je vous le disais, la journée mondiale du sida est célébrée ce lundi à l'échelle mondiale. Les chiffres de font que s'accroître. Et l'une des causes d'ailleurs qui permet à ce que ces chiffres s'accroissent, c'est entre autres l'ignorance de plusieurs peuples. Images et commentaires dans ce dossier signé Cédric Ebondo. Selon un récent rapport de l'ONU-SIDA, 19 millions de personnes sur les 35 vivant avec le VIH à travers le monde ne connaissent pas leur séropositivité au VIH. Un écart justifié notamment par le manque de volonté d'accéder aux tests VIH dit dépistage. Un autre écart et défi auquel on est confronté dans la région, c'est celui de la stigmatisation. La stigmatisation par rapport aux personnes vivant avec le VIH, mais une stigmatisation aussi par rapport à ce que nous appelons les populations clés et vulnérables. Les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, les professionnels du sexe, etc. Le 1er décembre de chaque année permet donc au pays à travers le monde de faire un zoom sur l'évolution dans l'éradication de ce fléau. C'est ce qui justifie cette rencontre organisée par le PNMLS en collaboration avec ONU-SIDA et le gouvernement congolais. La prise en charge de personnes vivant avec le VIH continue à poser problème en République démocratique du Congo. 37% des personnes vivant avec le VIH seulement ont accès au traitement ARV. Et il y a 63% des personnes éligibles qui n'ont pas accès à ces traitements. Mais pour les 37% qui en ont accès, il se pose un problème de qualité. Dans la plupart des cas, le suivi biologique par rapport à la prise en charge n'est pas dans la majorité des cas pris en compte. Ce qui fait que cela constitue un frein par rapport à l'amélioration de la qualité. L'enquête Index Stigma démontré, menée en 2012, avait démontré que la majorité des personnes vivant avec le VIH vit avec moins de $2 par jour et que la majorité vivait dans la précarité. Faisant pour sa part allusion au succès des stratégies utilisées par la République démocratique du Congo dans la lutte et la gestion de la crise due à la réapparition de la fièvre hémorragique à Ebola, le ministre de la Santé a martelé sur la nécessité de l'approbation de la lutte par la population. Je voudrais, à l'occasion de cette journée mondiale de lutte contre le sida, m'attarder sur les deux premières approches, la communautaire et la médicale. Si nous devons mener des activités de grande envergure telles que nous l'avons fait à Djera dans le territoire de Boendé, il serait important que tout le monde, que tous les membres, toutes les composantes de la communauté soient mobilisées et puissent s'approprier la lutte contre le VIH-Sida. Il est important que nous puissions repenser notre façon de sensibiliser. En croire les directeurs adjoints de l'ONU-SIDA, Léo Zekeng, bien que mettre fin au sida ne renvoyerait pas à l'éradication totale de cette pandémie, la prise en compte de certaines actions préventives demeure capitale pour atteindre les objectifs mondiaux concernant la lutte. D'où le lancement de l'initiative 390. L'ONU-SIDA lance l'initiative des 390. C'est quoi les 390? C'est accéléré pour qu'en 2020, 90% de personnes qui vivent avec le virus soient testées. 90% de ces personnes-là sont sous traitement et 90% sont en suppression virale. En outre, l'engagement accru de communautés, surtout celles les plus touchées, dont l'investissement de fonds à la hauteur du fléau s'avère capital de nos jours. Cette année, le thème retenu à travers le monde est « Combler l'écart pour une riposte durable du sida ». Une pensée particulière pour tous ceux à travers le monde et en République démocratique du Congo qui sont morts du VIH-Sida. Fin de ce journal, je vous retrouve demain, même heure, même chaîne, avec le même plaisir.